Bonjour Tariq. Bonjour, enchanté et Enchanté. ravi de participer à ce programme. Merci à toi. Compositeur, multi-instrumentiste, parce que tu joues à la fois du piano, mais tu joues aussi du oud. Tu es percussionniste, donc tu sais faire plein de choses, parce que tu fais à la fois des musiques de films, de cinéma, de publicité. Tu crées des opéras, des musicals, des spectacles. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors, en effet, je m'appelle Tariq Benorka, je suis compositeur et musicien, auteur dramatique et poète. Enfin, je m'exprime avec l'art de la musique, de divertir et aussi de parfois faire penser, faire réfléchir, faire rêver, faire voyager, s'extraire de soi-même et comprendre l'autre. Et à travers toutes ces choses, on a, et bien d'autres encore, l'amour, la vie, la mort, aussi l'absolu de notre humanité et de la musique, bien sûr. J'essaye de faire quelque chose, de dire ce qu'un artiste exprime à travers son travail. Tu es franco-algérien, toi, Tariq. Tu es né à Alger. En Algérie, à Alger, à la fin des années 60, et dans une famille très ouverte sur le monde et avec déjà dans son bagage de nombreuses rencontres avec autrui, parce que je suis un sang mêlé, mais à la fois, je ne sais pas si c'est le fruit de mon éducation ou de mon propre caractère, peut-être les deux en même temps. J'ai toujours le sentiment de ne pas être hybride, mais d'être deux en un. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est une drôle de façon d'être un, que d'être plusieurs et de sentir à l'aise avec ça, et de faire converser ces multiples parts de nous-mêmes. Voilà, cette identité. Ça a été aussi et c'est aussi un thème majeur que j'ai endossé à travers mon travail de musicien et d'artiste, parce que c'est peut-être une des premières choses sur laquelle on peut écrire, une sorte de légitimité à parler des choses qu'on a vécues humainement. Et étrangement, avec l'art, ça nous amène à le retranscrire encore autrement qu'avec la parole ou dans un dialogue autre. Voilà.
Ce mélange des cultures, tu le vis comment? Parce que tu as vraiment envie de transmettre cette culture orientale et la mêler en même temps à l'Occident. C'est l'Orient, la rencontre de l'Orient et l'Occident. Oui, alors, transmettre, c'est peut-être un mot un peu fort, je dirais, humilité partagée déjà, faire découvrir et peut-être, pourquoi pas, ouvrir des portes à d'autres imaginations et à d'autres imaginaires. Euh, il faut être en Occident pour regarder l'Orient et il faut être en Orient pour regarder l'Occident. En tout cas, ce fut comme ça pendant des millénaires, lorsque les gens avaient peu euh, l'idée de ce que l'on pouvait voir ailleurs. Il n'y avait que le rêve pour pouvoir l'imaginer, des récits de voyageurs éventuellement. Mais aujourd'hui, ce sont toutes ces figures du monde qui accompagnent notre quotidien. On est projeté à travers ce monde de l'image dans lequel on est en permanence, avec Internet, avec les télévisions, avec les médias, avec nos propres recherches ou lectures, amenées par notre travail, tout simplement, ou dans les rencontres qu'on fait tous les jours au quotidien, dans le métro, au travail, dans la vie, au supermarché. On est amené à retrouver le monde, à découvrir des gens, à partager ce monde avec des gens dans la promiscuité de la vie quotidienne, comme dans un ailleurs plus grand qu'on appelle la Terre et qui devient une sorte de petite maison dont la taille s'est réduite dans l'imaginaire de chacun. Mhm. Et voilà, ça rend d'autant plus intéressant de travailler sur ce que l'on est, d'où l'on vient, et de parler de tous ces thèmes. Mhm. Oui, l'importance des racines, tu en parles souvent. Et dis-nous un peu, parce que tu as commencé très tôt, tu avais 4 ans. Donc, tu étais à ce moment-là à Alger avec tes Oui, parents. tout à Ta fait. maman, ta maman t'a transmis la musique, hein, elle était musicienne, je pense, amateur. Oui, tout à fait. Mes deux parents étaient de fervents mélomanes, avec des goûts différents et qui partageaient volontiers d'ailleurs. Euh, Ma maman était musicienne et elle m'a transmis plus directement cette passion de la musique, sans doute. En tout cas, je ne suis pas né dans une famille laquelle c'était un problème de, de s'ouvrir à ça dès l'enfance, dès la petite enfance. Et ça a été la chance pour moi de naître dans une famille comme celle-ci et qui m'a permis de devenir la personne que je suis. Oui, eh bien justement, dis-nous un petit peu comment tu es devenue cette personne que tu es. Donc, parce que maintenant, tu es connue internationalement, comme on disait. Donc, tu as fait des publicités avec Julia Roberts, c'est plein de choses très différentes dont on va parler. Et comment le petit Tariq de 4 ans qui est né dans cette famille est arrivé à ce niveau, en fait? C'est le fruit du hasard, de la vie, du travail, d'une certaine implication, d'un certain engagement en fait. J'ai vraiment très vite conçu que la musique était un mode de vie qui allait me prendre et dans lequel il fallait justement que j'évite de trop me perdre parfois. Aussi, une part du chemin qui nous appartient toujours, des choix, ce sont aussi des rencontres et une passion qui mène comme je pense c'est presque la définition de la passion, à ouvrir une porte qui va en ouvrir une autre, qui va en ouvrir encore une autre et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, chemin faisant, moi j'ai appris l'amour de la musique et j'ai appris ô combien la musique participe euh, à la vie, à la vie, et qu'elle n'est pas, c'est quelque chose d'assez puissant, parce que ça touche à l'émotion, c'est un langage mais qui nous dépasse, nous les artistes, on crée de la musique, mais c'est le cas, je pense, de tous les arts. On s'explique les choses d'une manière plus ou moins rationnelle, académique, technique, etc. Mais on produit quelque chose qui est complètement magique, en quelque sorte,
qui dépasse notre propre sens. Ce qui fait que dans une salle, toutes ces personnes rassemblées autour d'une scène et de quelques artistes vont avoir au même moment des émotions qui sont singulières, mais qui se retrouvent au même instant sur les mêmes passages, sur les mêmes envolées, et alors que personne s'est concerté pour s'autoriser à ce moment-là l'émotion. L'émotion, elle vient, elle est invitée, elle est partagée, elle grandit du fait qu'il y a aussi un public, il y a une interaction dans le silence, parce que pour un musicien, le silence, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le regard, c'est l'autre, c'est toute la partie qui s'exprime à travers, en dehors de celle que l'on pratique soi, quoi. Donc c'est immense, c'est le cosmos, c'est même une partie de soi-même, parce que quand on est un artiste, on va chercher à l'intérieur de soi beaucoup de choses. On intériorise énormément pour extérioriser à la suite dans le processus de création, d'exécution d'une création, d'interprétation. Et voilà, dès que ça sort de ce magistère-là, de l'intérieur, du fort intérieur de chacun de nous, ça devient presque déjà l'extérieur. Ça n'a pas encore franchi notre cage thoracique, c'est déjà un autre monde. Et c'est voilà. Tu es ce qui s'appelle un bosseur, tu as le goût de l'excellence, toi. Bon, Et quand voilà, pour revenir à ça, je suis un travailleur, c'est vrai, sans doute un stakhanoviste de la musique. J'adore. Je ne conçois pas un art sans travail. Enfin, je crois que c'est consubstantiel. C'est soi qu'on forge. On est la matière première, en fait. On passe par l'entremise, l'intermédiaire, la médiation d'un instrument, d'une discipline, de règles, de pratiques, d'expériences, d'entraînement. Mais c'est avant tout un chemin de vie. Voilà, donc, oui, effectivement, quand on a la chance, je considère que c'est une chance, de pouvoir vivre de cette façon, je crois que le minimum, c'est d'y accorder la part nécessaire. Et en ce qui me concerne, ça participe de beaucoup de travail. Mais tu as commencé donc comme musicien et maintenant tu diriges des orchestres entiers. Tout l'orchestre symphonique joue ta partition. Comment ça se passe quand tu vas en studio d'enregistrement et tout ça? Dis-moi un peu. Ah ben, c'est toujours un moment particulier. Il y a une part de trac, de tension. C'est la première fois que vous allez entendre l'œuvre que vous avez écrite, que vous avez rêvé dans l'alcôve où vous travaillez, dans votre intérieur, votre intimité. Et là, d'un coup, les musiciens qui vont l'interpréter, ils vont être un peu les premiers témoins et les premiers acteurs de cette musique. Et alors, après, je pense que c'est la même chose pour toutes les musiques, quoi. Quand un artiste compose au piano sa chanson, il va aussi à un moment donné la partager avec des musiciens en studio ou dans une salle de répétition, et il y a quelque chose qui va se cristalliser, qui va s'humaniser, qui va s'expliquer et qui va aussi devenir encore plus beau, plus extraordinaire quelque part. C'est comme une sorte de dessin qui prend vie, qui s'enlève de vous-même. Et j'ai toujours ce sentiment d'une sorte d'accouchement en toute humilité, de respect pour les femmes et de la douleur, et pour la douleur d'enfanter. Non, je veux dire, c'est pas forcément comparable, mais ça présente quand même une part d'angoisse, même si on s'est bien préparé, il y a une part d'appréhension, puis aussi d'émotion, quoi, bien sûr.
et de partage avec les musiciens. Voilà, donc moi, c'est quelque chose que j'aime vivre comme ça. Et bon, enregistrer un orchestre symphonique, ça représente une certaine, c'est relativement coûteux comme production. On ne doit pas se tromper, les musiciens sont nombreux et ça rend le coût d'une heure d'enregistrement très onéreuse. Donc il y a quand même une certaine concentration qui est nécessaire. Mais il y a toujours un espace qui est aussi nécessaire pour s'évader de cette rigueur à devoir donner et partager pour rêver et écouter. Ça peut être important aussi. Et tu es dans l'ombre et pourtant que de choses connues. Hein. Donc, alors, parle-nous un petit peu de toutes ces choses connues. Donc, au niveau des publicités, tu as fait Trésor de Lancôme. Oui. Tu en as fait une autre avec Julia Roberts, Hypnose. Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Ça a été le fruit d'une très belle collaboration avec L'Oréal, avec Lancôme particulièrement. Une collaboration qui avait commencé parce que j'avais composé de nombreuses années auparavant, avant d'avoir écrit ces publicités qui sont devenues célèbres. J'avais travaillé déjà avec Lancôme et L'Oréal sur des événements, sur des musiques de films, de vidéos, etc. Je trouvais que c'est très inspirant de travailler pour la publicité dans ce cadre-là, lorsque le support de ce que tu vas créer, de ce que vous allez créer, est intéressant, et esthétiquement intéressant, techniquement intéressant. C'est un exercice de devoir écrire un thème sur un temps très court et exprimer tout un monde en 20 secondes. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Après, voilà, c'est des rencontres et des situations qu'on fait que on m'a sollicité, on a remarqué mon travail. Et par ailleurs, j'ai fait bien d'autres publicités. J'ai fait des publicités de fromage, de voitures, de beaucoup de choses qui sont peut-être moins avantageuses a priori comme ça dans une conversation. Mais à chaque fois, c'est toujours l'occasion de créer quelque chose d'intéressant. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer quelque chose, comme un artiste. Le fait d'être un professionnel ou d'être un compositeur m'empêche pas de garder ma raison d'être, même dans le cadre où je dois écrire sur commande. Et c'est très intéressant. La contrainte est créative, pour ainsi dire. Et au niveau de la création des opéras, comment ça se passe alors? Là, c'est encore un autre monde, c'est un autre domaine. Là où disons que ça procède plus en ce qui me concerne de la démarche personnelle, d'un postulat, de vouloir exprimer, de laisser quelque chose, de transmettre, de partager des choses. Et d'abord et avant tout, pourquoi pas ces paysages qui sont en nous, ceux de l'enfance, ceux de l'âge adulte, ceux d'une certaine maturité, peut-être aujourd'hui un peu plus. Et tous ces voyages et ces rencontres, et puis aussi ce regard sur l'histoire, sur le monde, sur ce que l'on est, ce que l'on croit être, ce que les gens pensent que l'on est, que l'on puisse être. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, toutes ces histoires, depuis la grotte et bien avant, on a commencé à se raconter, nous les êtres humains, et que nous, les artistes, entre autres, il y en a plein d'autres, que ce soit avec de la musique ou avec des textes ou avec de la matière et bien d'autres choses encore, avec le langage du corps pour la danse, on a tendance à vouloir exprimer, à raconter des histoires, emmener les gens avec nous, poser des questions plus que de donner des réponses, et créer une certaine forme de recueillement parfois aussi.
Comment crois-tu qu'on pourrait donner accès un peu plus au monde de l'opéra? On se dit, tiens, voilà, c'est pas accessible aux gens qui ont moins d'argent. Alors, parle-nous un peu de ça. Je pense que l'art de l'opéra, d'abord, je pense que l'art de l'opéra est un art qui a encore beaucoup de choses à dire. À la fois lorsqu'il retranscrit à notre époque des œuvres anciennes, j'entends bien au-delà du XXe siècle dans le passé, 7, 18, 19, 20, particulièrement les 300 dernières années, avec tous ces chefs-d'œuvre qu'on connaît tous, qu'on part dans notre imaginaire. Mais aussi, et là je reviens à l'opéra, il a encore des choses à dire parce il demeure l'un des théâtres, une des agoras d'art, une des planches, une des scènes où, où on peut encore rassembler des arts ensemble euh, dans une forme de création musicale qui n'est pas celle de la chanson ni de la comédie musicale. En tout cas, l'art de l'opéra, il a des choses à raconter dans les temps futurs. Il a des choses à nous dire sur le devenir de notre époque, du passé, du présent, du futur, et sur tous ces sujets qui font de nous des êtres humains, des hommes. Voilà. Et le répertoire d'opéra, il s'enrichit encore. Alors, ça m'amène à dire cette deuxième chose, c'est que si l'opéra est peut-être peu populaire relativement à d'autres arts musicaux, du spectacle, c'est que peut-être il souffre à la fois d'un déficit d'image, étant dû à une espèce oui, de tradition populaire, imaginaire, comme un art de la haute grande bourgeoisie, ce qui est aussi vrai. C'est-à-dire, les gens riches ont aussi le droit d'avoir de la culture, et c'est très bien aussi, c'est très important aussi pour la salubrité d'une société. Parce qu'on le voit parfois d'ailleurs à notre époque, on peut parfois regretter la triste culture de certains hommes publics. C'est une autre histoire. En tout cas, je voulais dire que bon, il y a certainement un déficit d'image, surtout chez les jeunes publics, parce que c'est réputé être un art pour personnes en smoking et en manteau de fourrure, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts de fait, et je salue les directeurs de maisons d'opéra ces dernières années qui ont démocratisé cet art quand même, en offrant des places à des tarifs réduits. Il y a de nouveaux créateurs, il y a des jeunes créateurs. Et je pense que c'est un art qui gagne à s'ouvrir pour justement retrouver un public nouveau et beaucoup plus nombreux. Et puis il y a aussi une chose, c'est que malgré la qualité de ce que des systèmes télévisés ou de son dont les gens disposent aujourd'hui dans leur maison, euh, il y a quelque chose, il y a une relation avec la musique classique et notamment la musique d'orchestre qui est propre au spectacle vivant. Il y a cette sonorité qui est difficile à traduire, cette ambiance, cette mise dans une espèce d'atmosphère du cocon de la salle de spectacle qui est très particulière et qui fait que les arts vivants sont parfois comment difficiles à la substantifique moelle de ces arts se trouve justement dans la vie, dans l'instantanéité. Et quoi que ce soit toujours un bonheur de découvrir une pièce de théâtre ou un opéra sur YouTube ou sur une captation ou à travers une captation, c'est quand même autre chose pour tout le monde. Tout le monde peut le comprendre et de la découvrir ou d'y assister sur scène. Je vais écouter d'autres interviews que tu faisais et on parlait beaucoup aussi de la spiritualité. Tu es assez spirituel. Tu peux nous en parler un peu? Mais plaisir. Je ne conçois pas la spiritualité comme quelque chose qui est en relation obligatoirement avec un dogme.
ou avec une croyance. Il y a des choses qui sont du domaine je dirais, de la pensée, de rationalité, et qui me semblent totalement acquises de ce point de vue-là, et qui pour moi sont aussi très spirituelles. Voilà, le travail, dans ce qu'il a de rébarbatif, peut être spirituel. Les gestes du quotidien peuvent l'être. La relation à l'autre, la manière de s'éduquer, de converser avec ses voisins, de manger. Il y a une spiritualité dans beaucoup de choses. Autant, je ne sais pas si ça mène à la religiosité exactement, même si ces deux images se sont énormément confondues pour le pire et pour le meilleur. Il n'en demeure pas moins que ce sont des mots différents. Ce qui m'intéresse, c'est cette part de nous, s'agissant de spiritualité, c'est cette part de nous qui rêve encore de quelque chose de plus grand. Et que l'on appelle ça Dieu ou autrement, ou que tout simplement on s'en remette à la nature, dans sa grande complexité. On a besoin de cet inconnu, de ce postulat qui s'accompagne aussi de doute, de réflexion et d'une grande humilité. Voilà. Et à quoi rêves-tu, Tariq? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je rêve beaucoup des personnages que je crée. Je suis aussi un auteur. Et ils s'animent en moi à travers mes pensées, sans doute aussi. J'imagine dans les rêves que je les ai avec moi souvent le matin, ils me hantent, ils m'occupent, ils me préoccuper toute la journée. On s'invite dans la complexité de la vie et de l'être humain et du monde. On s'y invite, même si on n'y est pas préparé. On s'y invite avec la même innocence que celle de la naissance peut-être. On se plonge dans un personnage qu'on finit par aimer, qui est un méchant. Et ce méchant, il ne peut pas être que méchant. Il a besoin d'avoir des aspérités différentes. Il a besoin d'avoir des regrets, des frustrations, et une partie de lui qui a été abîmée. Voilà. Et de même pour le bien. Voilà. Il y a dans cette complexité de ce que nous sommes, dans ce mélange qui est sans cesse différent et singulier, unique, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, on nous dit. Ça sauve un peu quand même pendant cette période ici où on a été confinés, on est encore reconfinés comme la chanson Pierre Perret. Oui. Et donc, ça aide quand on voyage comme ça, quand on est avec ces personnages, comme tu disais. Créer, c'est une forme de repli sur soi. De toute façon, en ce qui me concerne, j'ai besoin de cette solitude, de ce recueillement, de me filtrer, pour ainsi dire, pour utiliser un vocable actuel, des sons du monde, de la vie. Lorsque je suis dans mon studio, je suis concentré sur ce que je suis en train de faire. Et c'est étrange parce que c'est par là que la fenêtre s'ouvre, que je retrouve le monde. Ouais. Et voilà. Et quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu fais pour le moment? Mais actuellement, je suis en train de composer une messe musicale pour orchestre, voix soliste et chœur en araméen, dans la langue du Christ. J'avais envie justement de retrouver cette langue avec ses sonorités, cette espèce d'authenticité, et autour des textes, des psaumes, de psaumes que tout le monde connaît.
de Notre Père, etc. Ces paroles aussi qui accompagnent énormément d'espérance, encore une fois, et de cheminer avec autour de quelque chose qui soit un écrin pour ces si beaux textes, ces si belles paroles. Voilà. Et c'était aussi la manière de faire l'union, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'une œuvre, même si c'est une œuvre religieuse, du point de vue technique. C'est surtout, avant tout, pour moi, une création musicale et poétique. Et aussi, c'est aussi un acte de respect, d'amour, de partage. L'araméen, c'est la langue commune entre les Arabes et les Hébreux et les Juifs. Et c'est la langue du Christ, et la langue des chrétiens, des premiers chrétiens. Donc il y a toute cette espèce de grande voix qui s'est séparée en plusieurs branches. Il y en a tellement d'autres encore à l'intérieur de ces branches. Que j'ai essayé d'aller retrouver dans sa racine à travers la chose simple des mots. Voilà. Peut-être que les gens connaissent ces textes, parce que tout le monde les connaît, même des non-chrétiens comme moi. Voilà. Ce sont des si beaux textes qui contiennent une telle vérité, quelque part. Voilà, c'est très, très, très beau. Donc voilà, j'espère terminer cette œuvre prochainement. Et je suis aussi en train d'achever l'écriture du livret et de la musique d'un de mes nouveaux opéras. Ce sera une grande histoire d'amour qui s'appellera Païs et Leïla. C'est une légende très ancienne qui est née au 7e siècle de notre ère dans le désert d'Arabie. Et que beaucoup de tribus et de gens s'attribuent. Si bien que, en fait, j'en ai gardé que la légende. Je ne me suis pas appuyé sur un texte ou sur une des versions nombreuses de cette légende. Païs est un jeune homme et Leïla, son amoureuse, ils se rencontrent, ils sont amis d'enfance. Ça recommence comme ça. Et bien entendu, ils sont amenés à devoir se séparer et se retrouvent bien plus tard, par hasard, et tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre, d'un seul regard. Et bien entendu, j'ai écrit les textes chantés. Voilà, c'est un grand opéra qui va assembler au moins, en tout cas, 8 grands rôles, un chœur et un orchestre et une mise en scène et tout ce qui va autour. Pour terminer, Tariq, la femme est quand même au centre de souvent tes opéras. Tu avais travaillé aussi avec des musiciennes égyptiennes, je pense, non-voyantes. J'ai eu une maman qui était une femme d'une grande personnalité qui m'a sans doute beaucoup influencé et j'avais tout autour de moi dans mon enfance des femmes. Je suis né au milieu de femmes de grande personnalité. Sans doute. Est-ce la raison pour laquelle j'ai particulièrement, en tout cas, mais je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, cette sensibilité, cette admiration pour la féminité et pour ce que ce caractère donne à l'être qu'il incarne et de devoir aussi de lutte pour faire valoir son importance dans l'histoire de notre humanité et de nos vies. Donc oui, la femme, et pour autant, pour un oriental aussi que je suis, c'est important, en tant qu'artiste, c'est important
de promouvoir aussi, par l'art, c'est un beau moyen pour le faire, les valeurs de respect et de compréhension de l'autre, qui amènent, à mon sens, à l'égalité et à la compréhension de la nécessité et de l'importance de cette égalité et de ce respect des femmes nécessaire à l'évolution d'une culture avec tout ce qu'elle comprend et d'une société. Il n'y a pas d'avenir sans les femmes, c'est vrai. Je suis d'accord avec Jean Ferrat. C'est l'avenir de l'homme. Eh bien, en tout cas, Enfin, merci beaucoup, Tariq, pour nous avoir parlé de toi et de tout ton magnifique univers. Donc, on va partager. Et merci beaucoup. merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still imposter. One of these days you're gonna
tu